Les espèces animales disparaissent à un rythme effréné. Pourtant, aux États-Unis et au Canada, certains animaux résistent en trouvant refuge dans les villes. Ils ont élu domicile dans les rues, les parcs et les jardins et font régulièrement la une des médias. En Amérique du Nord, la frontière entre la civilisation et la nature n'a sans doute jamais été aussi fine. Citadins et scientifiques cherchent comment cohabiter avec cette faune sauvage urbaine qui bouscule toutes les règles. C'est dans ces plaines infinies que s'est forgée la légende du Far West. Un écosystème complexe et riche, autrefois le territoire des bisons, des coyotes et des chiens de prairie. Au XIXe siècle, les pionniers n'ont vu dans ces étendues sauvages que des prés pour leur bétail et des terres à cultiver. Agriculture intensive, urbanisation galopante. Aucun autre milieu naturel nord-américain n'a été à ce point bouleversé par la main de l'homme. Après des décennies de campagnes de protection, les Grandes Plaines voient de nouveau quelques-unes de leurs espèces emblématiques, coyotes, oies du Canada et chiens de prairie. Mais pas toujours là où on les attendait. Une ville reflète bien l'impact de l'homme sur les Grandes Plaines. C'est Chicago. Cet ancien comptoir de fourrure est aujourd'hui la 3e plus grande cité des États-Unis. Une fourmilière de plus de 9 millions d'habitants. Ici, depuis les années 1990, quand les hommes s'endorment, des créatures sortent de leur tanière. Abigail Pryor fait partie de l'équipe de scientifiques qui travaille pour le plus important programme de recherche au monde sur les coyotes urbains, le projet Coyote. Depuis 4 ans, elle patrouille dans les rues de Chicago et de sa banlieue à la recherche des prédateurs. Grâce à l'antenne installée sur le toit de sa voiture, Abby peut localiser des coyotes parmi les 400 équipés d'un collier GPS. J'ai l'impression qu'elle s'approche. Il y a le petit et la mère. Ce soir, Abby a rendez-vous avec une femelle qui a déjà été capturée et qu'elle connaît bien. Elle porte le numéro 1019. Elle est là, très proche. C'est le coyote 1019. Elle est facilement visible, très à l'aise avec notre camion. Elle se promène dans les jardins des gens. Nous l'avons vue chasser des lapins et l'avions déjà filmée avant. Elle est unique. Elle est née et a grandi dans cette partie de la ville depuis environ 2 ans. Elle voit beaucoup de monde et beaucoup de véhicules. Elle est à l'aise avec notre présence. Comme presque tous les coyotes de Chicago, cette femelle n'a jamais foulé les vastes plaines sauvages et n'a connu que la ville. Je note qu'elle se déplaçait au lieu de se reposer. Ça serait un champ. Et le type d'habitat, on peut dire que c'est une zone non développée au milieu d'îlots d'habitation. Il y a environ 2000 coyotes dans l'agglomération de Chicago.
répartis sur quelques 100 000 emplacements différents. Autrefois, ils étaient confinés dans les prairies, les plaines et les déserts du centre de l'Amérique du Nord. Ils ont profité de l'extermination des loups pour étendre leur territoire. À la fin des années 1980, le prix des fourrures de coyotes s'est effondré. Moins chassés, leur nombre a explosé et certains ont commencé à explorer de nouveaux espaces. Depuis, ces animaux opportunistes ont élu domicile en ville. Cet écosystème où ils n'ont aucune concurrence. Fasciné par l'arrivée des coyotes à Chicago, Stanley Gert, professeur à l'université de l'Ohio, a lancé en 2000 le projet de recherche sur les coyotes urbains. Il veut comprendre comment ils se sont aussi bien adaptés aux villes. Stanley vient vérifier que l'un des coyotes qu'il suit depuis longtemps se trouve toujours dans ce cimetière. Il est là-bas. Le bip est un signal provenant du collier de l'animal. Et nous pouvons savoir dans quelle direction il se trouve en déplaçant l'antenne d'avant en arrière. Le signal est très fort. Il est assez proche. Le signal devient plus fort à mesure que nous nous rapprochons. On peut entendre le signal augmenter. On va essayer de le repousser sur le côté. Il y a un fait intéressant à propos de ce coyote. La totalité de son territoire se trouve à l'intérieur du cimetière. Depuis que nous avons posé son collier, il y a plusieurs années, il n'est jamais sorti du cimetière. Ce qui en fait le plus petit territoire qui ait été enregistré jusqu'ici. Ok, on le pousse sur le côté. Il est sur le point de sortir. C'est l'une des découvertes les plus surprenantes de ce programme de recherche. En ville, les coyotes se contenteraient d'un territoire 2 fois plus petit que dans la nature. Assez pour leur assurer suffisamment de nourriture et des abris sûrs où ils peuvent se réfugier. Ça, c'est typiquement un terrier de coyotes. C'est ici qu'ils vont avoir leur portée dans quelques semaines. Ça prouve qu'il y a une femelle, sinon ils n'auraient pas creusé. Le côté le plus stressant de leur existence, c'est d'essayer d'élever une portée en plein milieu des gens. Il y a une zone de promenade pour chiens à seulement une trentaine de mètres. Ça va être un défi pour eux. Rues, parcs, terrains vagues, cimetières. Les coyotes urbains trouvent dans les villes tout ce dont ils ont besoin. Des recoins pour se cacher, mais surtout une nourriture abondante. Des petits rongeurs, des fruits et des lapins dont regorgent les grandes agglomérations américaines. Mais les coyotes font peur. Vivre avec ce cousin du loup dans ces rues attise tous les fantasmes. Beaucoup d'habitants craignent pour leurs animaux de compagnie. Laurie Hartman habite la banlieue de Chicago. Tous les jours, elle voit des coyotes passer devant chez elle. Je sens que nous, les humains, sommes en sécurité. Par contre, nos chiens ne le sont pas. Si je n'avais pas 2 chihuahuas, je dirais probablement « quel bel animal » parce que je le pense vraiment. Les coyotes viennent habituellement ici tôt le matin et plus tard dans la journée. Vous les entendrez hurler dans la nuit, vers 1h ou 2h du matin. J'ai toujours peur qu'ils viennent ici, qu'ils se cachent sous ce bateau et attaquent mes chihuahuas.
Je sors tous les jours avec mes chiens et je tape dans mes mains pour les faire partir. Cette crainte des habitants de les voir s'attaquer à leurs chats et à leurs chiens pose la question du régime alimentaire des coyotes en ville. Victoria Lukasic, chercheuse à l'Université de Calgary au Canada, examine les excréments des coyotes urbains pour connaître précisément leur nourriture. Nous voulions savoir si ça représentait un risque réel ou si c'était un emballement médiatique. Cet animal est-il souvent en conflit avec les gens ou leurs animaux de compagnie, ou exagérons-nous ce risque ? En fait, 1% des échantillons contenaient des tissus de chat ou de chien. Cela signifie qu'il y a un risque, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que c'est très rare. Nous pensons donc qu'il faut apprendre à coexister avec cette espèce plutôt que de la voir comme un problème en plus. La cohabitation entre les hommes et les coyotes soulève une question essentielle, celle du partage d'un territoire devenu commun. Shelley Alexander est spécialiste des grands carnivores et professeur à l'Université de Calgary. Une des raisons pour lesquelles les coyotes se trouvent dans la ville de Calgary, c'est que nous avons construit la ville sur un habitat qui a toujours été le leur. Cet écosystème des prairies a toujours été un habitat important pour beaucoup de carnivores, y compris les coyotes. Certaines espèces qui faisaient partie de l'écosystème des prairies, comme les grizzlies et les loups, ces grands carnivores, et ici sur Nose Hill, on pense aussi à l'orignal et au blaireau, ils ont tous abandonné cet écosystème parce qu'il est devenu isolé et enclavé. Et par la suite, les coyotes se sont hissés au sommet de cet écosystème. Dans sa forme actuelle, le coyote ou Canis latrans, les archives archéologiques montrent qu'ils sont là depuis environ 1 million d'années. Pendant cette période, ils ont connu beaucoup de changements dans leur environnement. Ils ont mangé différents types d'aliments, ils ont eu à faire face à différents prédateurs et il y a eu une période de glaciation majeure durant le Pléistocène. Et ensuite, plusieurs animaux de grande taille sont arrivés ici. Les coyotes ont été témoins de tous ces changements auxquels ils ont réagi et sont devenus extrêmement adaptatifs. Donc pour moi, c'est une espèce survivante que nous devrions admirer plutôt que de la diaboliser. Un coyote, même en ville, reste un animal sauvage. C'est aux citadins de respecter quelques règles simples. Ne pas les nourrir, ne pas s'en approcher et tenir son chien en laisse suffisent pour éviter tout incident. Depuis le lancement de son programme, Stan Legert a procédé à plus de 1000 captures de coyotes dans les rues de Chicago et sa banlieue. Celui-ci a été capturé dans la banlieue, dans l'un des parcs que nous surveillons souvent.
Une fois qu'un coyote a été capturé, l'équipe évalue son état de santé général. 15,3. Ses dents sont vraiment incroyables. Les données biométriques de base, comme le poids et la taille, sont collectées. Toutes ces données rassemblées depuis presque 20 ans ont permis à Stanley Gert de mieux définir le profil type du coyote urbain. Certains aspects ne changeront jamais. Ils sont rigides pour certaines choses et pour d'autres totalement flexibles. Le premier défi pour un coyote urbain est qu'il doit traverser des routes et naviguer dans la circulation. Les coyotes qui réussissent apprennent à le faire et à s'en sortir sans se faire percuter. Une des choses qu'ils font, c'est devenir nocturnes, alors que les coyotes qui se trouvent dans les zones sauvages peuvent être actifs jour et nuit. Les coyotes urbains ont opéré ce changement de comportement radical pour éviter les hommes à tout prix. Nous savons que nos coyotes sont en excellente santé, au moins en aussi bonne ou en meilleure santé que les coyotes dans les zones sauvages. Donc nous créons un coyote plus fort et plus costaud. Nos coyotes sont immunisés ou ont survécu à plusieurs des maladies qui normalement feraient diminuer leur population. Quoi qu'il arrive, dans le futur, les coyotes seront probablement bien établis dans les villes. Je ne pense pas que nous pourrons nous en débarrasser. Le jour viendra où nous finirons par vraiment apprécier le rôle important qu'ils jouent dans nos écosystèmes urbains. Les citadins d'Amérique du Nord assistent à l'émergence d'une super espèce, les coyotes des villes. Dans cette chaîne alimentaire urbaine, ils contrôlent les populations d'animaux comme les rongeurs ou les lapins. Autant de raisons de célébrer la présence de ces super prédateurs. Depuis quelques années, un autre animal est revenu massivement dans les Grandes Plaines, la bernache du Canada, communément appelée l'oie du Canada. Un oiseau imposant dont les migrations rythment les saisons américaines. Taillée pour les longues distances, la bernache du Canada peut parcourir jusqu'à 1000 km par jour. Sur sa route, elle aime faire étape près des étangs et se nourrir de la végétation herbeuse qui caractérise les Grandes Plaines américaines. Le vol US Airways 1549 s'est posé sur la rivière Hudson. Sur l'enregistrement, le pilote annonce qu'ils ont frappé un oiseau, une volée d'oiseaux, et qu'ils doivent trouver un endroit sûr pour poser l'avion. Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 percute un groupe de bernaches. Le choc est si violent que les 2 réacteurs sont détruits. Sans le sang-froid et la dextérité du pilote, les 155 passagers du vol 1549 n'auraient sans doute pas survécu. Tous les ans à travers les États-Unis, les bernaches sont responsables d'une 50aine de collisions avec des avions de ligne. C'est à l'automne et au printemps que le risque est à son comble. À l'automne, lorsque les oies filent vers le sud pour chercher la chaleur, et au printemps, lorsqu'elles remontent vers le nord pour se reproduire. Mais les vols en V des oies ont failli disparaître. Longtemps, elles ont été chassées à outrance pour leur viande, leurs œufs, mais aussi pour leurs plumes.
et les hommes ont inventé les armes les plus redoutables pour venir à bout de l'espèce. À partir de 1900, les autorités réagissent. La chasse est réglementée et de vastes programmes d'élevage voient le jour à travers tout le pays. Des milliers de bernaches sont élevés en captivité et finissent par perdre leur instinct migratoire. Si auparavant de nombreuses villes subissaient les incursions des oies aux périodes de migration, aujourd'hui elles doivent faire face aux volatiles toute l'année. C'est le cas à Kansas City, dans le Missouri, où l'aéroport est constamment en alerte. Je vais voir si je ne peux pas déloger les oies qui viennent juste de se poser sur le lac pour qu'elles ne posent pas de problème aux avions. Trevor Kamler est membre de l'équipe Vie sauvage de l'aéroport de Kansas City. Il surveille de très près la présence des oies qui apprécient le lac situé en face du terminal. Les bernaches aiment les plans d'eau parce qu'elles s'y sentent en sécurité, à l'abri de leurs principaux prédateurs. Pour les faire fuir, Trevor utilise des pistolets pyrotechniques. Le but de la pyrotechnie est de simuler un coup de fusil. C'est seulement pour effrayer les oies de cette zone et les pousser à aller dans des zones où elles poseront moins de problèmes aux avions. Un oiseau d'1 kilo qui se fait frapper par un avion volant à la vitesse de décollage ou d'atterrissage représente une masse de 2,5 tonnes. Le poids moyen d'une bernache du Canada est de 3 à 5 kilos. Il n'est pas difficile d'imaginer les dégâts qu'une collision pourrait provoquer. Pour tenir les oies à bonne distance des pistes à plus long terme, les équipes de l'aéroport se sont penchées sur ce qui attirait les volatiles, la nourriture. Nous avons créé autour de l'aérodrome une zone tampon d'environ 800 mètres de large dépourvue de céréales. Ensuite, nous avons converti cette zone en pâturage pour le bétail, comme celle que vous voyez à droite. Il y a très peu de nourriture pour les oies dans ces champs. Et ce n'est pas très attrayant, alors il y a très peu d'oiseaux qui viennent. Ici, à l'aéroport de Kansas City, nous avons décidé d'utiliser les armes à feu le moins possible. Car de toute façon, tuer les oies ne serait pas une solution efficace à long terme. À quelques kilomètres de l'aéroport, à Kansas City, les bernaches ont trouvé les plans d'eau et les pelouses qu'elles affectionnent. Elles se sont établies dans les golfs, autour des étangs et dans les parcs, jusqu'en plein centre-ville. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes de cohabitation avec les habitants. Un couple donne naissance à environ 6 oisillons par an. Dans la nature, la moitié meurt avant d'avoir atteint l'âge de voler. Mais en ville, n'ayant pratiquement pas de prédateurs, ils atteindront tous l'âge adulte. Les oies du Canada doivent manger beaucoup, jusqu'à 12 heures par jour. Conséquence, elles défèquent toutes les 7 minutes environ. En une journée, chacune d'elles évacue 1 kilo de fiente. Et ces excréments contiennent des bactéries pathogènes, dont le colibacille, qui provoque des infections. Par endroits, le niveau de bactéries explose et le risque de transmission de maladies à l'homme est devenu préoccupant. Pour les habitants et les autorités, le seuil de tolérance est dépassé. Et pour régler ce problème, la ville fait appel à la police des oies. Toi, je te connais et je t'ai vu. Dave Swickard et Gail, son border collie, patrouillent tous les jours dans les rues de Kansas City pour déloger les oies du Canada qui gênent la vie des habitants. Et bien souvent, ce sont les riverains eux-mêmes qui l'appellent lorsqu'ils ont un problème avec les bernaches. Si vous marchez sur le chemin et que vous jetez un bidon pour faire du bruit, c'est utile. Parce que les oies sont paresseuses de nature.
Donc elles détestent se lever et se rasseoir. Plus vous pourrez les forcer à se lever et se rasseoir, le mieux ce sera pour nous tous. Nous serons là tous les jours, 7 jours par semaine. Oui. Ok, Patty, au revoir. Quand j'ai commencé ce travail, quand vous vous rendiez dans un magasin, un hôpital ou une épicerie, presque partout, vous marchiez à travers 40 mètres de fientes d'oie. Vous savez, les gens n'en veulent plus. Donc, j'aime penser que nous avons un effet positif depuis toutes ces années dans la gestion de ce problème et que nous avons fait du bon travail. Les interventions de Dave consistent à éloigner les oies des rues et des parcs en les effrayant avec son chien. Pour les oies, le Border Collie imite toutes les attitudes du coyote, le prédateur qu'elle redoute le plus. Mais déplacer le problème ne suffit plus. Et l'autre action de Dave pour soulager Kansas City de ses grands volatiles à plus long terme, freiner leur reproduction. Ce que nous allons faire maintenant, c'est traiter ces œufs pour qu'ils n'éclosent pas. Tout ce que je fais, c'est faire un petit trou avec un bâton. Ça permet à l'oxygène de pénétrer dans l'œuf et ainsi l'embryon ne se développera pas. Ici, à Kansas City, les oies résidentes deviennent sexuellement matures et peuvent pondre entre l'âge de 2 et 3 ans. Elles deviennent sexuellement matures et peuvent pondre leurs œufs environ 1 an plus tôt que leurs cousines migrantes. Dave remet les œufs qu'il a percés dans le nid, la femelle va continuer à les couver, son cycle de ponte va alors s'arrêter. Les études indiquent que si nous ne traitons pas ces œufs et leur permettons d'éclore, la population d'oies de la ville augmentera d'environ 20% par an. Donc, en rompant ce cycle et en ne permettant pas l'éclosion de ces œufs, nous aidons à contrôler la population locale. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi, hein? Elle a appris ça rapidement. Lorsque je traite des œufs dans les nids, elle reste près de moi et se couche pour s'assurer que les oies ne s'approchent pas. Elle fait du très bon boulot. Au prix d'un ambitieux programme de conservation, les oies du Canada sont sauvées de l'extinction. Mais les hommes ont joué aux apprentis sorciers. On estime qu'il y aurait aujourd'hui plus de 6 millions de bernaches à travers l'Amérique du Nord. Et les oies sédentaires sont devenues plus nombreuses que les oies migrantes. Leur nombre augmente tous les ans. Des centaines de villes comme Kansas City tentent de trouver un juste équilibre pour apprécier à nouveau les vols de ces oiseaux majestueux. À 1000 km à l'ouest de Kansas City, aux confins des montagnes rocheuses, le jour se lève sur les grandes plaines du Colorado. De drôles de petits rongeurs sortent leur tête de leur terrier. Ce sont les chiens de prairie. Il en existe 5 espèces, mais la plus répandue est le chien de prairie à queue noire.
une petite boule de poil de 40 cm pesant à peine 1 kg. Si les coyotes et les oies voient leur nombre augmenter régulièrement, ce n'est pas le cas des chiens de prairie. Depuis des siècles, ils sont systématiquement exterminés par les fermiers américains. Au début du XXe siècle, il y avait aux États-Unis 5 milliards de chiens de prairie. Il n'en resterait aujourd'hui que 20 millions. Dans certains États, comme l'Arizona, ils ont même été complètement éradiqués. Parce qu'ils se nourrissent de l'herbe des plaines, les éleveurs sont persuadés que les petits rongeurs sont en compétition avec leurs troupeaux pour la nourriture. Les chiens de prairie ont souvent des puces, et les rumeurs les plus folles circulent sur une transmission de la peste au bétail et aux humains. En ville, ils creusent le moindre terrain disponible et grignotent tout ce qu'ils trouvent. Les rongeurs peuvent détériorer des câbles électriques, des conduites d'eau, allant même jusqu'à bloquer des travaux de construction. Aujourd'hui encore, beaucoup d'États veulent s'en débarrasser. Asphyxie, empoisonnement, explosion des terriers. Sur Internet ou à la télévision, on vante les mérites de procédés toujours plus inventifs pour les exterminer. C'est finalement en ville, proche des centres urbains, que les chiens de prairie semblent avoir trouvé leur sanctuaire, et notamment à Boulder, dans le Colorado. Heather Swanson y est responsable de la conservation de la faune sauvage. Elle se rend dans cette colonie de chiens de prairie installée en périphérie de la ville pour s'assurer que les rongeurs cohabitent tranquillement avec les habitants alentours. C'est un cri d'alarme pour avertir les autres qu'il y a un danger potentiel. C'est pour ça qu'on les appelle des chiens de prairie. Les premiers colons de l'ouest des États-Unis trouvaient que ce cri ressemblait beaucoup à un jappement de chien. Dans les prairies indigènes d'Amérique du Nord, on les appelle des espèces clés, car en creusant dans le sol, elles aident au cycle des nutriments du sol. Elles rapportent à la surface les nutriments enfouis profondément et maintiennent ainsi un grand nombre d'autres espèces qui vivent dans les prairies. Les chiens de prairie vivent en colonies, aussi appelées villes. Celle-ci compte plusieurs milliers de chiens à queue noire. La plus grande jamais observée en abritait 400 millions. Ces véritables cités souterraines sont traversées de toutes parts par des labyrinthes de galeries. Une famille s'appelle un clan et elle aura plusieurs trous différents. Il y en a 2 ici, mais c'est probable que d'autres monticules soient reliés sous terre à celui-là et que la famille utilise tous ces terriers. Plusieurs de ces groupes familiaux se rassemblent sur un même territoire et forment une colonie, comme un village chez les humains. Nous avons eu de la neige hier soir et la terre est très molle. Ils en profitent pour la tasser à l'entrée du terrier pour que ce soit plus solide et plus lisse. Ils utilisent leurs petits nez dans la terre, ils les appuient dans la boue et font ces drôles de marques pour tasser la terre à l'entrée du terrier. Et quand ça sèche, l'entrée est bien stable. Le bruit des voitures ne les dérange pas le moins du monde. Et ils ne prêtent pas plus attention aux cyclistes et aux promeneurs. Comme les coyotes qui peuplent les villes d'Amérique du Nord, les chiens de prairie urbains ont besoin de moins d'espace. En ville, leurs colonies sont 5 fois plus denses que dans la nature, car ils passent moins de temps à surveiller les prédateurs potentiels. Ils s'accommodent également de la nourriture disponible que leur jettent parfois les passants. Si les rongeurs se sont très bien adaptés à la vie urbaine, les citadins, eux, ont parfois du mal à vivre à leur côté. Quand les chiens de prairie sont près des résidences, des terrains de football, ils voient l'herbe très verte et pensent que c'est un bon endroit où s'installer. Parce que la cohabitation entre humains et chiens de prairie est vraiment compliquée, beaucoup de communautés choisissent simplement de les tuer ou d'utiliser un contrôle létal.
Boulder fait partie de ces villes nord-américaines où les habitants ont pris conscience de l'importance de préserver les chiens de prairie. Située au pied des montagnes rocheuses, Boulder est une des villes les plus vertes des États-Unis. Ces espaces protégés représentent 3 fois la surface de Manhattan. Mais comme toutes les villes, Boulder se développe toujours plus. Et parfois son expansion se heurte à des prairies occupées par les rongeurs. Valérie Mattison travaille au département de vie sauvage de la ville de Boulder. C'est elle qui veille à ce qu'aucun travaux d'aménagement ne nuise à la vie des colonies de chiens de prairie installées en ville. C'est un terrain appartenant à la ville et les chiens de prairie peuvent s'y installer. Il y a des travaux d'électricité qui doivent être effectués ici. Et une partie de mon travail consiste à comprendre comment le travail doit être fait afin de perturber le moins possible les chiens de prairie. Nous regardons quels sont les terriers actifs et nous identifions ceux que nous devons fermer parce qu'ils gênent les travaux de construction. Progressivement, nous rendons les terriers plus difficiles à utiliser pour les chiens de prairie afin qu'ils se déplacent vers une autre partie de la colonie. Il s'agit d'une grande avancée par rapport à d'autres régions qui pourraient tuer les chiens de prairie où il y a des constructions. Nous avons pris le temps de comprendre comment les chiens de prairie utilisent cette terre pour minimiser la perturbation et les impacts négatifs sur ces petits rongeurs. À Boulder, nous avons ces parcelles urbaines pour les chiens de prairie. Et ils s'y débrouillent très bien depuis de nombreuses années. Donc, ils s'adaptent aux perturbations urbaines et ils s'habituent à voir des gens, des voitures, des cyclistes près de leur colonie. À Boulder, cette volonté de protéger les chiens de prairie ne date pas d'hier. Son origine vient des habitants eux-mêmes, qui ont accepté de gros sacrifices pour sauver les espaces naturels de leur ville et les espèces qui les occupent. Cette parcelle a été achetée par la ville de Boulder pour y reloger une colonie de chiens de prairie qui vivaient en centre-ville. Dans les années 60, les habitants ont décidé de s'auto-taxer pour acheter des terres à protéger. Donc, la raison pour laquelle il y a peu de pression immobilière sur ces terres, c'est parce que ce fut une initiative communautaire d'acheter de grandes étendues de terre quand elles étaient bon marché, pour qu'elles appartiennent à la ville et ne puissent pas être développées. C'est vraiment le fondement du développement de cette ville par ses premiers habitants. Grâce à la mobilisation des habitants et des élus locaux, les chiens de prairie vivent à Boulder une vie paisible. Ils font désormais partie du paysage urbain. Cependant, leurs défenseurs pensent que les terres qui leur sont attribuées ont des surfaces encore trop faibles. De nombreux biologistes pensent également qu'un nombre plus important de colonies permettrait un meilleur développement des espèces, comme les blaireaux, les aigles ou les coyotes, qui dépendent des petits rongeurs pour se nourrir. Espérons que nous verrons dans quel terrier il se cache. Deborah Jones est la fondatrice de Prairie Dog Action.
Quand la cohabitation devient impossible avec les chiens de prairie, on déplace les colonies. Ce sont souvent des ONG comme celle de Deborah qui se chargent de ce travail. Cela fait 18 mois qu'elle œuvre sur ce terrain. Aujourd'hui, elle vient avec son équipe pour capturer les derniers des 500 chiens de prairie qui peuplaient la colonie. Là, juste devant moi, il y en a un debout. Pour capturer les chiens de prairie, il faut d'abord les faire sortir de leur terrier. La méthode la plus efficace et complètement inoffensive consiste à inonder les galeries avec de la mousse. Elle n'empêche pas les chiens de prairie de respirer, mais elle leur fait peur et ils se ruent alors vers la sortie des galeries. Grâce à leur langage très développé, ils s'avertissent entre eux du danger de notre présence. Et parce que j'ai été tellement souvent ici, quand ils voient ma voiture, ils me connaissent. Donc ils ne perdent pas de temps et courent directement dans leur terrier. Ils se disent, c'est encore cette folle. C'est très aéré. Les chiens de prairie sont très sociaux. Deborah met un point d'honneur à ne pas oublier le moindre individu. Oh, deux! Ça n'arrive pas habituellement. Nous nettoyons leurs yeux à l'eau saline pour enlever le savon. Puis nous déterminons le sexe. C'est une petite femelle. Je pense qu'il y en a un autre. Depuis 20 ans qu'elle a lancé son ONG, Deborah Jones a relogé plus de 20 000 chiens de prairie. Chaque fois, elle le fait avec la même passion et la même volonté d'expliquer à quel point ces petits rongeurs sont importants pour la survie des grandes plaines. C'est un petit mâle. Tu peux le caresser juste ici. Oh, c'est très doux. Savez-vous que tout le monde veut tuer ce petit bonhomme? Les gens pensent qu'ils détruisent la terre et qu'ils apportent toutes sortes de maladies. La réalité, c'est qu'ils ont créé la prairie. Ils labourent la terre et en creusant des trous, ils permettent à l'air et à l'eau de s'infiltrer dans le sol et l'herbe pousse mieux. Deborah vient de capturer les derniers chiens de prairie de cette parcelle. Ils vont maintenant pouvoir rejoindre le restant de la colonie. Ici, Deborah et son équipe ont dû creuser des dizaines de terriers et fabriquer les premières galeries. Tout a été fait pour que les nouveaux arrivants se sentent comme chez eux. Si vous les capturez et les emmenez n'importe où, ils ne survivront pas très longtemps et nous sommes là pour nous assurer qu'ils vont survivre. Nous les nourrissons très bien. Nous conservons leurs groupes familiaux pour éviter les batailles territoriales. Ça se passe plus calmement et ils s'adaptent mieux à ce nouveau lieu. C'est une petite femelle. Nous vaporisons un produit afin qu'il n'amène pas de puces dans la colonie. Ils vont rester là-dessous. Nous les relâchons généralement la nuit, quand il fait noir, pour qu'ils restent dans leur galerie. Parce qu'ils ne sortent pas si les coyotes hurlent et aboient.
On met de la nourriture parce qu'au réveil, ils seront craintifs. Mais quand ils vont sortir, ils vont trouver de la nourriture et ils devraient s'adapter un peu mieux parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller loin pour se nourrir. Une petite femelle. Est-ce que tu es prête? Elle est partie. J'ai grandi dans les prairies du Texas. Et c'est sans doute pour ça que les chiens de prairie sont spéciaux pour moi. Nous n'en avions plus parce que les gens les avaient tués. Ils avaient anéanti 98% de l'espèce. C'est pour cette raison qu'il n'y en avait pas dans mon jardin quand j'étais enfant. Quand j'ai déménagé au Colorado, c'était incroyable d'en voir à chaque coin de rue. Alors, tant qu'on peut le faire, on fait ce qu'on peut, ici et maintenant. Et en même temps, je vais profiter de ces moments au calme dans la prairie avec ces petits bonshommes autant que je le peux. Le Colorado prouve qu'une cohabitation entre les hommes et les chiens de prairie est possible et qu'il existe des alternatives à l'éradication d'une espèce animale. Grâce aux ONG comme celle de Déborah et à une conscience écologique, les chiens de prairie s'épanouissent à nouveau. Ils retrouvent enfin leur place essentielle au sein de l'écosystème des Grandes Plaines. Face à l'urbanisation galopante, les animaux sauvages perdent du terrain. Malgré tout, dans les Grandes Plaines nord-américaines, certaines espèces sont en train de s'approprier les villes. Mais de vieilles légendes collent encore au poil des chiens de prairie. Les accidents d'avion causés par les oies sont une réalité et les coyotes font peur. À Chicago, Boulder ou Kansas City, citadins et chercheurs ont pris conscience que les villes sont peut-être le dernier sanctuaire de la faune sauvage et ils essaient de trouver des solutions pour lui redonner toute la place qu'elle mérite.